Alors, je suis tout à fait embêté parce que j'avais prévu de faire une espèce de petit topo introductif ou apéritif, enfin comme vous voulez, sur le Brexit. Parce que tout de même, hein, y a un événement qui frappe les esprits. Mais les questions qui viennent de m'être posées sont à la fois si nombreuses et si consistantes, si substantielles. Enfin, c'est comment dirais-je, c'est les bonnes questions, quoi. Hein, voilà, c'est les bonnes questions, et donc je suis presque tenté d'y plonger direct. Bon, je sais pas. Pardon. Alors on me dit, alors Brexit, bon, alors Brexit. Oh, écoutez, non, c'est assez court, enfin, je me méfie toujours de moi quand je dis ça, mais moi, si vous voulez, ce qui se passe depuis 2 jours dans le débat public, en France notamment, mais pas seulement, m'a remis en tête cette devise de Georges Bernanos que vous connaissez peut-être et qui dit « Jamais ne nous lasserons d'offenser les imbéciles ». Et alors là, si vous voulez, en matière d'affliction des imbéciles, à chaque fois, ce sont les événements européens qui décrochent le pompon. C'est immanquable. Alors, si vous voulez, il ne faut pas bouder son plaisir. Hein. Quand une occasion se présente de voir l'éditocratie décompensée, c'est toujours un spectacle succulent. Et comme d'habitude, ils sont tous au rendez-vous. Hein. Alors, moi j'ai entendu l'inénarrable Stéphane Paoli, qui était déjà aux manettes à France Inter pour le TCE en 2005. Hein. Alors lui, il est resté tel qu'en lui-même l'éternité le laisse. Vraiment, on l'a décongelé à l'identique. Et alors lui, il s'est dit, je cite, « en état de sidération ». Mais je suis désolé, mon vieux, hein, mais il n'y a que toi et tes semblables hein, à être sidéré d'un événement pareil. En réalité, si éventuellement il y a une raison d'être sidéré, c'est que des choses comme ça ne soient pas intervenues avant. Et en réalité, elles sont intervenues avant, et répétitivement. Je veux dire, dès qu'il y a un référendum sur l'Union européenne, c'est pas difficile, l'Union l'a dans le baba. C'est immanquable. Alors évidemment, on s'assoit dessus hein, à chaque fois. Alors sauf que là, ce référendum a des conséquences concrètes. Bon. J'ai lu une journaliste du Monde qui suggérait que comme il faudrait retirer le permis de conduire aux vieux, il faudrait retirer le permis de voter aux vieux. Vous voyez, donc on est en pleine, là on est en pleine allégresse. Hein. France Info, cédant comme toujours à son professionnalisme, il faut vous dire que France Info, enfin c'est BFM avec le label du service public dessus, hein, c'est quand même un truc assez impressionnant. France Info fait un micro-trottoir, devinez où? Dans l'Eurostar. Un micro-trottoir parfaitement représentatif, ça va sans dire. Et alors, dernier point, vous avez vu cette invraisemblable pétition, là, qui apparaît au Royaume-Uni. Et là, si vous voulez, il y a une leçon de sociologie politique qui est tout à fait extraordinaire. Les dominants, au sens large du terme, pas seulement les dominants politiques, mais également les dominants sociologiques, qui sont ceux dont les intérêts matériels que leurs intérêts matériels et symboliques conduisent à systématiquement voter pour l'Europe et à ne pas comprendre qu'on puisse avoir la moindre récrimination à y apporter. Ces dominants-là ne sont pas satisfaits avec la démocratie des gueux, et ils n'ont même pas attendu 2 jours pour demander que le scrutin soit annulé et qu'on rejoue le match. Si vous voulez, c'est comme si, en 1992, lorsque le traité de Maastricht, qu'il avait emporté d'un cheveu, je vous le rappelle, hein, avait vu tous les opposants réclamer qu'on refasse le référendum, mais dans la semaine qui suit. Ce sont des dénis de démocratie tellement énormes qu'on se demande même à quel degré d'aveuglement sociologique il faut avoir atteint pour oser les proférer. Mais c'est dans ce monde que nous vivons, donc il faut faire avec. Alors, ce sont là des joies simples qu'on peut s'accorder, hein, si vous voulez, mais à propos desquelles il ne faut pas s'aveugler complètement non plus. Parce que lorsqu'on y regarde, le Brexit, c'est, si vous voulez, c'est la sortie moche de l'Union européenne. Il faut dire les choses, hein. Le Brexit, c'est la sortie par la droite. C'est la sortie néolibérale. Et c'est même pire que ça. C'est la sortie pilotée par une combinaison de néolibéralisme et de xénophobie. Que le néolibéralisme soit un régime qui porte en lui l'autoritarisme politique, c'est quelque chose que nous savons très bien, en dépit des litanies, enfin des proclamations de la solidarité sans faille
du libéralisme, du capitalisme et de la démocratie, toutes choses qui sont autant de mensonges, mais comment dirais-je, la solidarité quasiment de principe du néolibéralisme et de l'autoritarisme, nous la vivons en France, avec le gouvernement Hollande par exemple, qui de l'autoritarisme coche toutes les cases les unes après les autres, en commençant par l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, l'interdiction de manifester, etc., etc. Et ces gens-là, il va sans dire, sont de parfaits néolibéraux. Mais voilà, il se trouve que le Brexit, c'est la sortie par le néolibéralisme xénophobe, c'est la sortie par la droite. Et c'est là qu'il y a quelque chose vraiment à méditer. Un politologue, avant le scrutin, un politologue de gauche, bon connaisseur, enfin connaisseur du débat britannique, a émis l'idée que dans le débat référendaire qui était en train de se tenir au moment où il écrivait, il n'y avait pas de place pour le discours du Lexit. Alors le Lexit, vous savez, c'est la contraction des deux mots left-exit. C'est-à-dire, c'est pas un concept national, précisément, hein. C'est un concept qui s'offre aux gauches de tous les pays européens et qui désigne la sortie par la gauche, précisément. Or, disait ce politologue, l'heure n'est pas venue de tenir le discours du Lexit, parce que tout discours d'exit nourrit immanquablement le discours de la sortie par la droite. Alors il y a quelque chose de terrible, si vous voulez, dans ce genre de propos, qui donne en quelque sorte une rationalisation supplémentaire de la désertion. Parce qu'il est bien certain que tant qu'on se retiendra, comme beaucoup de secteurs de la gauche critique l'ont voulu, tant qu'on se retiendra de tenir le discours de la sortie, soit de l'UE, soit de l'euro par la gauche, il est bien certain que seuls les discours de droite prospéreront. Enfin, c'est une évidence, si vous voulez, élémentaire, hein. On sait bien que le meilleur moyen de perdre les batailles, c'est de ne pas les conduire. Voilà. Donc, à force d'expliquer que le moment de tenir le discours de la sortie par la gauche n'est pas encore venu, il ne viendra jamais, et ce sont les droites extrêmes, qui rafleront pour de bon et définitivement le morceau. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et je trouve que ce sont des propos qui sont particulièrement coupables, surtout de la part d'un universitaire, pour ne pas réaliser qu'en réalité, et contrairement à ce que la chose est tout à fait contraire à ce qu'on soutient pour l'économie, la politique, dans l'état actuel des institutions parlementaires, la politique, si vous voulez, voit le primat de l'offre, plutôt que celui et l'écrasement de la demande. En économie, les économistes se gargarisent que l'économie est conduite par l'offre. Il n'y a que l'offre qui compte. Alors, ça a donné, si vous voulez, en termes d'histoire de la pensée, ça a donné la loi de Say, dont la version vulgarisée dit que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Bon. Vous savez bien que c'est cet énoncé-là qui sert de prémisse à toutes les décisions, à toutes les orientations de la politique économique actuelle, et qui les conduit très sûrement dans l'échec le plus profond. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat qui m'est cher, hein, mais les entreprises ne créent pas l'emploi. Je ne dis pas qu'elles ne créent pas d'emploi, des apostrophes, je dis qu'elles ne créent pas l'emploi, L'. Les entreprises ne font qu'opérer localement la création d'emplois dont le volume global est déterminé hors de leur portée, par ailleurs. Mais on va laisser ce débat de côté. Autant le primat de l'offre est faux en économie, autant, je le répète, dans l'état actuel des institutions parlementaires, il est vrai en politique. C'est l'offre qui structure le débat politique. Et tant que l'offre est celle qu'elle est actuellement, à plus forte raison, si aucun courant de gauche ne s'engage pour soutenir le discours de la contestation radicale de l'UE et de l'euro et de la sortie de l'UE et de l'euro, alors les résultats s'en suivront et seront ceux qu'on a vus au Royaume-Uni. C'est-à-dire la sortie de la plus moche des façons. Donc il y a là vraiment quelque chose à méditer, et à méditer d'autant plus que, comme d'habitude, on va jouer la comédie du séisme, la comédie du tout changer, et rien ne changera. Ça a déjà commencé. Il se passera pour l'euro et pour l'Europe exactement la même chose qui s'est passée pour toutes les victoires électorales du Front National. Ça permettra aux hebdomadaires de la gauche de droite de titrer « tout changer » pour mieux ne rien changer. Et il y a des raisons très profondes à cela. Tout changer pour que, en effet, l'euro ne soit plus ce qu'il est. C'est-à-dire pour que, en effet,
les politiques arrêtent de semer le délabrement social tout autour d'elles, signifierait ni plus ni moins qu'abandonner les principes fondamentaux de l'ordre néolibéral, qui est ce à quoi tous les partis politiques de gouvernement tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et qu'ils se succèdent à défendre, qu'ils soient étiquetés de droite ou de gauche, c'est-à-dire de droite ou de gauche de droite. Il n'y a donc aucune raison pour que ça change. C'est la raison pour laquelle il faut nous emparer de ce thème et le pousser aussi loin que nous pouvons, en commençant par tenir le discours public de la sortie, faute de quoi personne ne le tiendra à notre place. Alors, tenir le discours de la sortie, évidemment, c'est s'exposer à toutes les questions et à toutes les objections, en particulier, qui ont été mentionnées dans le propos introductif des porte-paroles de la Commission économie politique. Alors, je vais en prendre quelques-uns, je ne peux pas les prendre tous parce qu'ils étaient trop nombreux, mais il y a quelques questions qui sont absolument centrales et auxquelles il faut que je réponde d'emblée pour, en quelque sorte, déblayer le terrain. La principale d'entre elles porte d'une certaine manière sur le caractère fondamentalement intracapitaliste de la relance keynésienne qui serait autorisée par la sortie de l'euro. Et c'est vrai. C'est vrai. Sortir de l'euro pour récupérer les moyens d'une souveraineté politique économique keynésienne, ça ne fait pas sortir du capitalisme. Il faut donc que les choses soient dites clairement. Mais pour ma part, j'essaye de distinguer deux problèmes différents qui se tiennent, me semble-t-il, dans deux plans analytiques et politiques différents et qui correspondent à des temporalités différentes. Si quelqu'un ici croit que la sortie du capitalisme est pour demain, qu'il le dise. Moi, je ne le crois pas, hélas. Ça n'empêche pas de tenir le discours de la sortie du capitalisme. Évidemment, non. Et peut-être même à plus forte raison. À proportion de ce que cet horizon est éloigné, il faut commencer à se mettre en chemin tout de suite. Mais sans se raconter des histoires non plus. Alors, la sortie de l'euro et la récupération de la souveraineté de politique économique est déjà une entreprise si difficile qu'elle nous paraît même improbable. Donc peut-être qu'il est de bonne méthode de commencer par ça et de ne pas se laisser abuser par l'argument qui consiste à dire, en substance, puisque nous sommes incapables de sauter 5 mètres, proposons-nous d'en sauter 25. Puisque nous sommes incapables de sortir de l'euro, proposons-nous de sortir du capitalisme directement. Bon, donc il est bien clair, et si vous voulez, c'est une sorte de préalable que je vous propose à titre méthodologique, que ici, nous allons parler du problème de la sortie de l'euro, et nous ne parlerons pas, par convention, du problème de la sortie du capitalisme, qui nous occupe par ailleurs, et moi le premier. Ceci étant dit, il faut bien dire que la sortie de l'euro, sèche en quelque sorte, sortons et puis c'est tout, est une option qui est vouée à l'échec. Et pour les raisons qui ont été mentionnées d'ailleurs dans les questions qui m'ont été posées. Que devient la dette? Que devient la monnaie nationale qui va se dévaluer dramatiquement? Que devient le système bancaire et financier français sous le coup de la fuite des capitaux, des attaques des marchés, etc., etc. Toutes ces questions sont valides, évidemment, mais elles sont triviales, d'une certaine manière. Il faudrait être fou pour envisager la sortie de l'euro sans aucune disposition complémentaire qui permette de faire face à ces inconvénients qui se posent comme des contraintes immédiates qu'il n'a jamais été question de contourner. Alors je le redis, en effet, vous m'avez dit au tout début, on va peut-être vous contraindre à répéter. Ben oui, mais c'est le job de répéter, donc je le fais bien volontiers. En effet, il n'y a pas de sortie de l'euro viable sans, premièrement, une extraction de l'économie française de la circulation internationale des capitaux, c'est-à-dire l'instauration immédiate de contrôle des capitaux drastiques, sans une reprise en main intégrale du système bancaire et financier sous l'espèce d'une nationalisation dans un premier temps, avant de faire muter le dit système sous une forme qui me semble en tant que telle beaucoup plus acceptable que la nationalisation globale, qui ne serait qu'une étape intermédiaire. Et cette forme acceptable, c'est celle à laquelle j'ai donné le nom de système socialisé du crédit. Et sans, troisième condition, la répudiation partielle ou totale de la dette, en effet, dont le poids, ou au minimum,
sa redénomination unilatérale en monnaie nationale. Alors on me dira, mais ça pose des problèmes juridiques colossaux, etc. Mais les problèmes juridiques ne sauraient faire obstacle à des actes et à des positions de souveraineté politique. Les traités, les textes constitutionnels sont faits pour être révoqués d'un trait de plume, au cœur d'une nuit de crise. Les Argentins en savent quelque chose. Ils avaient inscrit dans leur constitution, c'est-à-dire dans leur texte juridique le plus fondamental, un dispositif, un carcan de politique monétaire qui s'appelait le currency board et qui indexait le peso sur le dollar. Et cette chose-là a été annulée d'un trait de plume, au cœur de la nuit. Et c'est ce qui a permis, après évidemment, 12 à 18 mois de turbulence, c'est ce qui a permis le redémarrage de l'économie argentine au début des années 2000. Bon, donc il est évident qu'il faudrait procéder à toutes ces choses. Et ce qui n'est pas moins évident également, c'est que la sortie de l'euro, même accompagnée de ces dispositions complémentaires, est ce que j'appelle le programme des conditions nécessaires. Donc ça n'est en rien une condition suffisante. La sortie de l'euro par elle-même ou avec ses codicilles ne garantit pas le meilleur des mondes économiques et sociaux. Et on le sait très bien. Il y a des pays proches de nous d'ailleurs qui étaient dans l'euro et qui ne s'en imposaient pas moins le carcan de l'austérité. C'est la Grande-Bretagne précisément. On n'a jamais cessé de me dire « Ah mais les Anglais ils sont pas dans l'euro, ils ont quand même l'austérité ». Et c'est vrai, ils avaient un gouvernement de droite. Ils avaient un gouvernement néolibéral. Et c'est retour à mon propos de départ. On peut sortir de l'euro par la droite, par le néolibéralisme et par l'austérité. Et pour qu'on en sorte par la gauche, pour que la sortie de l'euro, avec tous ses compléments, soit effectivement l'instrument de politique progressiste, il y faut des conditions politiques particulières, c'est-à-dire celle de la victoire d'un mouvement politique progressiste, hors duquel la sortie de l'euro ne peut rien en elle-même. Alors, évidemment, l'effondrement boursier est un truc qui est idéalement fait pour les gros titres de BFM ou du journal télévisé de France 2. Enfin, si vous voulez, c'est du nanan, ce truc-là. La réalité, c'est qu'on n'en a rien à foutre, mais réellement, hein. Je ne dis pas qu'on n'a rien à foutre de toutes les crises financières, attention, hein. J'ai suffisamment travaillé sur les crises financières pour savoir qu'il y en a quelques-unes qui sont méchantes et qui finissent par affecter la population la plus éloignée des marchés financiers. Mais les effondrements boursiers, on s'en fout. Alors, c'est très simple, les effondrements boursiers ne nuisent qu'à ceux qui ont des portefeuilles d'actions, pas de victimes aux alentours, c'est bon. Et par ailleurs, elle ne change, à peu de choses près, elle ne change strictement rien aux conditions d'opération économique des entreprises. Ça ne modifie pas leur portefeuille de brevets, leur part de marché, leur tendance de productivité, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le film, rien. Donc que les bourses se pètent la gueule, nous les regarderons dégringoler et ça nous fera bien plaisir. Bon, alors... Là où les choses peuvent s'envenimer néanmoins, c'est, si vous voulez, autant les crises de marché boursier, j'insiste, hein, de marché boursier, c'est-à-dire les marchés d'actions, sont à peu de choses près inoffensives. Il y en a quelques-unes qui finissent par mordre, hein, quand même. Autant les crises financières qui impliquent les banques sont, elles, d'une dangerosité extrême. C'est donc ça qu'il faut guetter, maintenant. Pour l'instant, moi, la première chose que je suis allé faire vendredi matin, alors c'est un peu technique, mais je vais le dire quand même, je suis allé regarder le niveau des primes de CDS sur les obligations bancaires. Bon, les CDS sont des produits qui assurent le risque de défaut des obligations bancaires, et d'une certaine manière, ce sont des indicateurs sur la solidité ou la fragilité financière des banques. Sachant que quand une banque commence à menacer de se péter la gueule, là, il y a vraiment des raisons de s'alarmer. Car à l'inverse des business ordinaires, une banque a rarement le bon goût de se péter la gueule toute seule. Elle en entraîne immanquablement quelques-unes autour d'elle, qui en entraînent à son tour d'autres, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le risque systémique. Et le risque systémique, c'est, disons avec l'hyperinflation dans un autre ordre, c'est la forme maximale de la crise en régime capitaliste. C'est ce qui a failli nous arriver en 2008-2009. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller autrement plus que la dégringolade des portefeuilles d'actions. Alors, est-ce que les banques centrales peuvent faire quelque chose
soit au soutien des marchés d'actions, soit au cas où la crise gagnerait le compartiment des banques, non pas tant du côté de la valeur de leurs titres d'action en bourse, mais du côté de la faillibilité de leur propre dette. Alors, la réponse est oui, elles le peuvent de deux manières, soit en baissant les taux d'intérêt, mais ces taux d'intérêt sont déjà à des niveaux ridiculement bas, si bien que les marges de manœuvre en cette matière ont été presque entièrement consommées, et elles le peuvent aussi et surtout en étendant ad libitum, le cas échéant à l'infini, les concours de refinancement qu'elles vont offrir aux banques pour les maintenir dans la liquidité, c'est-à-dire pour les maintenir en état de satisfaire à leurs propres obligations de paiement. Mais on voit bien la séquence parce qu'elle est en place en réalité depuis le lancement de la déréglementation financière, c'est-à-dire depuis le milieu des années 80. La déréglementation financière, contrairement à ce qu'a raconté le gospel des économistes libéraux, est une machine à engendrer endogènement de l'instabilité. En atteste la succession quasiment métronomique des crises financières depuis ce milieu des années 80. Je pourrais vous en faire le reparcours les unes après les autres. Ça a commencé en 1987, alors que les lois de déréglementation financière ont été votées en 85-86. Crack à Wall Street. 1989, crise des savings and loans aux États-Unis. 1991-92, crise immobilière en Europe. 1992, première crise du SME. 1993, deuxième crise du SME. 1994, crise des Tesobonos mexicains. 1997, première crise financière internationale. 1998, deuxième service. 2001, crise des valeurs Internet. 2007, crise des subprimes. Or, à chaque fois, les banques centrales sont elles-mêmes en quelque sorte prises en otage par le système bancaire privé, qui lui intime implicitement cette sommation « Sauvez-moi ou tout va se péter la gueule ». Et c'est vrai. Il faut bien voir que les banques ont objectivement les moyens de ce chantage qu'elles exercent sur toute la société et sur les pouvoirs publics lato sensu, c'est-à-dire en y incluant les banques centrales. Et les banques centrales s'exécutent, parce qu'elles ne veulent pas voir tous péter la gueule. Donc elles baissent des taux d'intérêt, elles augmentent les concours de liquidité, les banques en poche, et elles reprennent la nouba sur les marchés financiers. Et c'est reparti pour un tour. Comment en sortira-t-on dans l'état actuel des structures? Jamais. Bon, la seule solution, c'est de briser les structures de la financiarisation internationale. C'est la seule. On aurait dû tirer les leçons en 2008-2009, où ce système financier a tous failli nous ramener à l'âge de pierre, et on n'en a rien fait, parce que les puissances publiques sont colonisées par les intérêts du lobbying financier, et que tous les projets de re-régulation financière ou bancaire ont été vidés de leur substance en coulisses. Et nous y sommes. Nous voilà de nouveau à l'aube peut-être d'une prochaine crise. En attendant, moi, j'avais fait une proposition, j'avais fait un arsenal de propositions dès l'automne 2008. Je vous assure que ça n'a intéressé personne. Hein. Mais bon, je veux dire, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, n'est-ce pas, hein, ni d'échouer pour persévérer, ni de réussir pour persévérer. Ça a échoué, je sais. Alors, moi, il y avait une mesure qui me semble, si vous voulez, très rapide à prendre, très efficace, à structure de la finance invariante, puisque dans l'état actuel des choses, les gouvernements n'ont pas le courage ou plus exactement, n'ont pas le désir de s'y attaquer. Et cette proposition consistait à mettre en place, à l'intérieur des banques centrales, un système de taux d'intérêt dédoublés. Il faut des taux d'intérêt dédoublés pour refinancer différentiellement les banques privées selon qu'elles apportent des demandes de refinancement sur la base de leurs activités dans l'économie réelle, la production, les prêts à la consommation, etc., ou bien sur la base de leurs activités spéculatives. Il faut que le refinancement de leurs activités spéculatives puisse devenir aussi cher que l'on veut pour pouvoir leur casser les reins en cette matière, sans que l'élévation des taux d'intérêt aux fins spéculatives ne vienne pénaliser en retour l'économie réelle, car c'est ça le dilemme qui paralyse les banques centrales. Ah oui, pour éviter l'inflation des actifs financiers, pour éviter que de nouvelles bulles se forment après chaque nouvelle crise, il faudrait augmenter les taux d'intérêt, mais nous ne le pouvons pas, nous allons tuer la croissance. Un seul instrument
pour deux objectifs contradictoires. En effet, ça ne passe pas. La solution assez simple, c'est de dédoubler l'instrument pour pouvoir faire face sans contradiction à la dualité des objectifs. Un taux d'intérêt qui bastonne les banques chaque fois qu'elles vont dans les marchés financiers, un taux d'intérêt qui permette le financement de l'économie réelle dans les meilleures conditions possibles. Mais alors ça, bon, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre comme il le faudrait à la question sur la France-Afrique, parce que là je dois invoquer une autre de mes tâches aveugles. C'est un sujet sur lequel je suis parfaitement ignorant. Alors les sujets sur lesquels je suis ignorant, j'évite d'en parler si vous voulez. Donc vous aurez l'occasion de faire revenir quelqu'un qui soit un spécialiste des rapports économiques et politiques et géopolitiques entre la France, l'Union européenne et l'Afrique. Et malheureusement, je dois bien vous avouer que je ne suis pas l'homme de la situation. Je ne peux dire qu'une chose cependant à la question qui m'a été posée, c'est que je ne suis pas certain que l'impossibilité pour des politiques de gauche d'avoir lieu dans l'Union européenne tienne en première instance à ce mécanisme qui priverait l'économie française des soutiens européens qui lui permettent de poursuivre son pillage des pays africains. Non pas que je nie la situation de pillage, elle a lieu, elle est vieille comme le capitalisme. Mais je ne suis pas sûr que ça soit l'inscription dans l'Union européenne qui soit la condition de possibilité de ce pillage. Et à contrario, je ne suis pas sûr que la sortie de l'Union européenne permettrait d'y mettre quelques termes. Contester que la sortie à gauche serait équivalente à la sortie à droite, ou contester que la sortie à gauche de l'Europe ou de l'euro pourrait se faire en bonne compagnie avec la sortie de droite serait le propos de connard, eh bien je suis bien obligé de vous dire que je me compte à ce nombre. Je suis un connard, car je conteste avec la dernière énergie cette contestation. Je fais la différence contre tout l'air du temps entre la gauche et la droite. Je ne suis pas complètement aveugle. Je vois que ce sont des forces extrêmement toxiques qui se sont emparés de ces thèmes de la sortie de l'Union européenne et de la monnaie unique. Je n'ai aucun goût pour faire le moindre bout de chemin avec elles. Je considère même au contraire que ce sont presque des ennemis de première instance, comme l'est le néolibéralisme, dont d'ailleurs en réalité elles épousent tous les attendus, puisque ces forces d'extrême droite ont montré depuis longtemps qu'elles sont totalement invertébrées économiquement, qu'elles sont capables d'épouser une doctrine et son exact contraire sous l'effet d'un opportunisme qui capte tout ce qui passe dans son environnement, et que leur seule ligne directrice stable, mais celle-là granitique depuis des décennies, c'est leur racisme et leur xénophobie invétérée. Il ne faut pas faire un pas en arrière. Mais enfin, si, il faut faire des pas en arrière quand on part dans la mauvaise direction. Je veux dire, il ne faut pas être prisonnier d'un mythe du progrès linéaire et monotone de l'histoire. Ceci n'existe pas. Il est arrivé à de très nombreuses reprises que l'histoire emprunte de mauvaises directions, et même des directions tragiques. Faire des pas en arrière, ou faire des pas de côté, ou faire des traverses, enfin sortir des rails sur lesquels on était, c'est la raison même. Et c'est ce que nous devons faire en l'occurrence. Si l'Union européenne, qui partit comme elle est, hein, et du train où vont les choses, ça paraît une rêverie, enfin un cauchemar plutôt, mais après tout ça pourrait bien devenir réalité un jour, finissait par remettre les gosses au travail, disons ceux de 14 ans ou 12 ans pour commencer, faut pas charrier, etc. Eh bien moi je serais partant d'un pas en arrière. Et si l'Union européenne voulait se mettre à privatiser tous les régimes de protection sociale publique, je serais partisan aussi d'un pas en arrière, ou plus exactement, vous l'avez compris, d'un pas de côté pour commencer à réavancer dans d'autres directions. Bon, on va pas ergoter là-dessus. Oui, en effet, il faut contester la logique passablement déficiente qui nous invite à sauter 25 mètres quand on peut pas en sauter 5, mais il faut pas perdre de vue l'objectif des 25 une fois qu'on a franchi les 5. Ça, c'est tout à fait certain. Ceci étant, je continue de considérer que ce sont deux problèmes qui sont distincts en première analyse et qu'il faut par conséquent les traiter séparément en sériant et en hiérarchisant les questions et en hiérarchisant les problématiques. Alors pour ma part d'ailleurs, je me suis laissé aller à tenter d'articuler les 5 mètres et les 25 mètres puisque dans le plan de sortie de l'euro que j'ai esquissé il y a 4 ans,
j'avais préconisé une transformation des structures bancaires dont j'ai donné l'esquisse très cursivement dans mon propos introductif et qui consistait en un projet de déprivatisation radicale de toutes les banques. Je dis déprivatisation pour ne pas dire nationalisation, parce que ça n'est pas la même chose, et pour signifier que, en tout cas, l'objectif est de retirer l'octroi du crédit, la tenue des comptes et les opérations financières diverses y afférentes à des entreprises qui sont sous contrôle et sous logique actionnariale privée. Voilà. Mais déprivatiser, ça peut se faire de plein de manières différentes. Enfin, en tout cas, au moins de deux manières. La première, c'est la nationalisation. Je dois dire qu'à l'époque, enfin, moi, si vous voulez, le scénario que j'anticipais, aussi bien pour la sortie de l'euro que comme un moyen de sortir de la crise financière par le haut en 2008-2009, consistait à laisser aller les banques à leur faillite probable et par conséquent à pouvoir les racheter pour ce qu'elles valent après la faillite, c'est-à-dire 0 €. Donc une nationalisation qui ne coûte rien aux contribuables ni aux finances publiques. Après quoi, les banques nationalisées peuvent constituer transitoirement un pôle public unifié du crédit qu'on va transformer ultérieurement en ce que j'ai appelé un système socialisé du crédit, lequel repose sur deux principes fondamentaux qui sont un principe de localité et d'autonomie. Ça n'est pas l'État d'en haut qui décide de l'octroi du crédit pour tout le monde, ce sont en quelque sorte des banques implantées dans leurs bassins d'activité régionaux ou locaux et au siège desquels on retrouve pas seulement des banquiers professionnels, mais des représentants des différentes catégories de la population, des salariés, des entrepreneurs, des consommateurs, des défenseurs de l'environnement, des représentants de l'État, éventuellement, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle système socialisé du crédit. Et ça, si vous voulez, c'est s'en prendre au cœur du réacteur du capitalisme, la banque finance. Donc vous voyez, il y avait là une trajectoire de sortie de l'euro qui faisait quelques pas en direction de la sortie du capitalisme, et disons, qui sautait 15 mètres, quoi. Alors, les 25 mètres au complet, évidemment, c'est autre chose, hein. Ça suppose en particulier une transformation radicale, et plus exactement un dépassement radical du rapport salarial. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette discussion, si ce n'est pour indiquer qu'on voit assez tout de même que de toutes les idées finalement qui auront été émises sur cette place au cœur des différents débats en commission ou hors commission relativement aux questions économiques, il n'y en a pas une qui passe le test de la compatibilité avec les règles de l'Union européenne actuelle. Pas une. C'est dire que la sortie de cette union est vraiment la condition nécessaire pour pouvoir envisager des transformations économiques et sociales bien plus radicales. Alors, très rapidement sur la ligne dure de l'Union européenne sur le Royaume-Uni, je suis pas en état de vous tracer un scénario des vilainies que l'Union européenne réserve à l'économie britannique, mais il s'en trouvera certainement. Ceci étant, j'ai cru comprendre que l'article du traité de l'Union européenne qui stipule les conditions de sortie d'un État membre indique que la procédure n'est lancée qu'à compter du moment où l'État membre désireux de sortir a fait connaître sa demande. Vous voyez, donc pour l'instant, il semblerait que l'initiative demeure dans les mains du Royaume-Uni, qui resterait, alors là, sous réserve de ma connaissance imparfaite des dispositions du traité, quelqu'un me contredira le cas échéant, le Royaume-Uni, en l'état actuel des choses, et de ma connaissance, resterait le maître du calendrier. Évidemment, il existe aussi toutes sortes de moyens de représailles par ailleurs, et au demeurant, on a vu assez ce que l'Europe, constituée, je vous le rappelle, au nom de l'amitié et de la paix entre les peuples, avait été capable de faire au peuple chypriote et puis au peuple grec. Donc en matière de violence, nous avons là un système institutionnel qui s'y connaît. J'en viens maintenant, et qui continue en effet. J'en viens maintenant à la dernière question. Est-ce que la sortie de l'euro ne fait pas bon marché d'une autre solution possible, c'est-à-dire d'une alternative qui consisterait à reconstruire l'Union européenne de l'intérieur et sur la base de principes qui nous seraient aimables. Alors là, c'est vraiment une discussion, très importante et le temps manque pour rentrer dans le détail. Moi, je soutiens que non. Je soutiens que l'Union
l'Union européenne est irréformable et qu'elle doit donc être renversée avant que quelque chose d'autre ne puisse éventuellement se reconstruire au niveau européen, car en effet, il n'y a pas lieu d'abandonner le principe de quelque chose au niveau européen. Quelque chose, mais quoi? C'est ça la question. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, n'y a-t-il pas eu des acquis de l'Union européenne? Mais bien sûr, il y en a eu. Il faudrait être d'une totale mauvaise foi pour les ignorer, mais simplement, il faut faire le bilan complet de l'Union européenne, lumières et ombres, et voir ce qui l'emporte. Dans les scrutins européens, on entend généralement cet argument d'une indigence terminale et qui sent le dernier degré du désespoir, tenu par les amis de l'Europe telle qu'elle est, qui tentent de peser sur les populations et leur sens commun en leur disant « Ah mais quand même, il y a l'euro, vous comprenez, on peut aller voyager sans faire du change ». Ah, c'est formidable. Et j'aimerais quand même que le peuple grec soit conscient que ces douleurs sont entièrement justifiées par le fait qu'on peut passer la frontière à Vintimille et aller manger une tomate mozzarella sans faire de change. Vous comprenez ? C'est ça l'acquis civilisationnel de l'euro, merci. Bon, alors... tous citoyens de l'euro, l'euro a changé notre rapport, etc., aux autres peuples, etc. Et tous, non. Alors d'abord, citoyens européens, non, nous n'avons pas la citoyenneté européenne. Ça, c'est une fabrication, si vous voulez. Certes, il y a marqué Union européenne, mais pour l'instant, notre citoyenneté européenne, elle est croupion, elle nous autorise à voter pour un Parlement qui n'a quasiment aucune prérogative et à faire ce que nous voulons lors de référendums dont il ne sera tenu aucun compte. Donc, si c'est ça qu'on appelle une citoyenneté, merci. Au demeurant, il faudrait porter un regard sociologiquement réflexif sur le tous. Mais bien sûr, tous ceux qui sont sensibles aux avancées de l'Union européenne, aux avancées objectives, hein, je le dis, sont les gens qui étaient socialement en position d'en tirer tous les bénéfices, c'est-à-dire les gens à capital scolaire et universitaire élevé, qui parlent une ou deux langues étrangères, qui ont les moyens de prendre couramment l'avion, et le bas peuple, lui, est abandonné à sa misère nationaliste et crasse. Voilà le discours ordinairement entendu. Bon. Alors, vient l'accusation infamante. Est-ce que sortir de l'euro ne nous condamne pas à une régression souverainiste? Bon, là aussi, il y aurait malheureusement beaucoup à dire. D'abord, je ne tiens pas que souverainiste ou souverainisme soit un gros mot. Sauf, évidemment, le projet de disqualifier une idée qui est pourtant l'idée moderne par excellence, l'idée de la souveraineté. Et quand je dis moderne, entendez-moi bien, je ne dis pas moderne comme les chiens de garde de l'éditocratie disent moderne et archaïque, tous les trois éditoriaux. Je dis moderne au sens de l'histoire, la modernité étant une séquence qui a commencé au XVIe siècle et qui a établi que les peuples n'allaient plus être régis par des commandements venus d'un dieu dans les nuages ou par leurs délégués terrestres, mais qu'ils allaient prendre leurs affaires en main. Car c'est ça la souveraineté dans son concept. La souveraineté, ça n'est pas autre chose que le synonyme même de la démocratie, elle-même rigoureusement comprise. Et qu'on puisse oser disqualifier cette idée-là, en dit long sur le caractère antidémocratique des institutions européennes et de tous ceux qui s'en font les soutiens. Par ailleurs, sortir de l'euro ne nous vaut pas à la forme racornie, régressive, nationaliste et identitaire de l'exercice de la souveraineté, car effectivement, il y en a une possible. Ça ne nous voue pas du tout à cette régression-là, car rien ne nous empêche, cessant de faire monnaie unique, de développer autant que nous le pouvons tous les liens entre les peuples, et pour de bon cette fois, non plus en les jetant les uns contre les autres par l'effet de politiques économiques assassines. Qu'est-ce qui nous empêche, sortis de l'euro, de faire ce que nous avons fait avant l'euro, à savoir des programmes de coopération industrielle, Airbus, Ariane Espace, des programmes de coopération scientifique et plein d'autres choses. Avons-nous besoin d'une monnaie commune et de sa camisole de force pour que les étudiants voyagent, pour que les chercheurs voyagent, pour qu'il y ait des échanges d'artistes, pour qu'il y ait des enseignements croisés des histoires nationaux, la fabrication d'une histoire européenne, le développement des traductions des littératures des différents pays européens? Rien ne nous en empêche. Il faut avoir eu l'esprit colonisé par l'économicisme néolibéral pour
penser que le seul internationalisme possible soit celui de la mobilité des capitaux et de la monnaie unique. Pour la politique agricole commune, oui, non, je suis sûr que tu as raison. Hein. Enfin, je lis des choses qui me convainquent de ça, mais je suis tout à fait ignorant, et comme je disais à quelqu'un, là, je ne suis pas capable de rempoter un bégonia, donc je ne vais pas commencer à faire de l'agriculture de subsistance sur mon balcon. C'est vrai que je vais mourir de faim. Non, sérieusement, bon, évidemment, le sérieux, l'importance du problème est avérée. Bon, voilà, simplement, j'en suis aucunement spécialiste. Je vais peut-être garder la question einsteinienne sur le capitalisme pour la fin, parce que c'est pas la plus simple. Ça va me laisser le temps de réfléchir. Non, enfin, j'ai quelques idées quand même, mais... Alors, sur la question sur la distinction entre remise en cause des traités et combinaison, coordination des luttes nationales et luttes européistes. À ce stade, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je le suis même d'autant plus que c'est exactement ce que j'entends par internationalisme bien compris. Je répète, alors je radote même, que, puisqu'on me fait souvent hein, l'objection dite internationaliste à ma proposition de sortie de l'euro, je fais souvent observer que internationalisme dit l'exact contraire de ce que croient dire mes contradicteurs. C'est-à-dire que internationalisme disant internationalisme, ce qui se passe entre les nations, dit bien qu'il y a des nations, puisqu'il y a quelque chose entre elles, et non pas qu'on dépasse le principe des nations. Au demeurant, je dois dire que quand bien même nous dépasserions les nations actuelles, dont les tracés nous ont été légués par l'histoire, et il n'y a aucune raison que l'histoire s'arrête là. Les nations actuelles, d'ailleurs, ont elles-mêmes été la constitution de peuples, donc c'est un mouvement qui pourrait fort bien se poursuivre. À supposer, disais-je, que nous dépassions le tracé des nations actuelles pour constituer un État fédéral européen intégré politiquement, nous ne ferions rien d'autre que redéployer le principe national souverainiste à une échelle territoriale étendue. Et en aucun cas, nous ne le dépasserions. Le simple fait qu'on se réclame de la citoyenneté européenne en est l'attestation lexicale la plus évidente. La citoyenneté, ça correspond à une communauté politique nationale. Nous serions donc en train de réinventer l'État-nation, certes sous une forme très différente d'une autre, mais à l'échelle du continent européen, et tout de même qu'il y a un État-nation fédéral états-unien, un État-nation fédéral pas très beau à voir russe, mais même au sein de l'Europe, un État-nation fédéral qui est l'Allemagne, un autre qui est la Belgique, etc., etc. Donc si vous voulez, il faut se méfier avec les tendances à voir dans l'Europe un principe de rupture radicale avec toute l'histoire des faits et des catégories politiques telles que nous en avons hérité. Alors l'internationalisme réel, c'est bien ça exactement. C'est combiner les luttes nationales et les luttes internationales. Et moi, en effet, je ne l'ai pas dit, mais l'occasion m'en est donnée, à tous les liens internationaux qui peuvent être noués en Europe, entre les pays européens, en lieu et place de la monnaie unique, et non pas commune, merci Alexis, il y a évidemment le lien de solidarité des luttes politiques. Par conséquent, les gauches européennes ont le devoir impérieux de travailler ensemble sur cette question européenne. Mais voilà le point, l'un des points, parce que je pourrais vous faire l'article longuement sur la question de l'irréformabilité de l'Union européenne, et c'est là que notre point d'accord va cesser, qu'on va en revenir à une divergence stratégique. L'un des points qui s'oppose à cette réforme de l'Union européenne, c'est la désynchronisation des conjonctures politiques nationales. Ah non, c'est pas pour nous. C'est la piscine gonflable qui s'évacue. Pour faire changer les institutions européennes de l'intérieur, vous comprenez bien qu'il faudrait que simultanément des gouvernements progressistes arrivent au pouvoir dans un très grand nombre de pays européens. Vous avez déjà vu les conditions limites et le quasi-miracle politique pour qu'un gouvernement Syriza arrive au pouvoir en Grèce, et vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé derrière. C'est donc comme si on avait eu un gouvernement Syriza avec un Tsipras, un autre Tsipras, cette fois-ci réellement déterminé à entrer en lutte avec les institutions et à sortir, et qu'on lui avait dit « Alexis, 2 secondes, tu nous attends, on arrive ». Bon, évidemment, c'est pas possible.
Vous voyez ce qu'est déjà la probabilité d'un vrai gouvernement progressiste en Europe est infime, alors la probabilité jointe de 6 ou 7 tels gouvernements devient carrément ridicule. Et à ce compte-là, on finira comme les hallebardiers de l'opéra à chanter marchons, marchons en piétinant sur place. Et rien ne changera. C'est la raison pour laquelle je pense que lorsqu'il y en a un qui est en position, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille et sans attendre les autres. Et avec le secours de l'appui politique, pour autant qu'on peut le donner, de tous les autres pays qui seront en sympathie avec lui. Et ça fait une divergence stratégique à l'intérieur du camp de la gauche critique de l'Europe. Une réelle divergence stratégique. Bien sûr, il y a des points d'accord. Bien sûr, il y a des points communs. Mais qu'est-ce qu'on fait sur la base de ces points communs ? Soit on persiste, alors bon là c'est un débat qu'il faudrait avoir avec les représentants de Diem ou avec Varoufakis himself, soit on persiste à dire qu'on peut faire changer le bousin de l'intérieur, mais moi je vous le dis, j'ai peur qu'on soit reparti pour 10 ans de perdus supplémentaires. Et ça fait quand même un moment que ça dure cette affaire de l'euro, quoi. Donc à un moment il va falloir se décider à bouger. Bon, voilà. Alors, oui, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée du problème. Bah oui, bien sûr, madame, vous avez raison, je partage entièrement votre avis. Le méta-problème, si j'ose dire, c'est que les schèmes de pensée qui ont donné ce problème sont inscrits jusque dans les tréfonds de nos esprits à nous. C'est-à-dire que pour quitter le capitalisme véritablement, il faudrait faire 2 pas en avant de difficultés inégales. Le premier pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le dépassement du rapport salarial. Celui-là, à la limite, il me semble le plus facile à réaliser, pour toute une série de raisons. Je ne peux pas rentrer dans le détail là, mais toute une série de raisons que le mouvement contre la loi El Khomri a parfaitement mis en évidence. Le travail sous le régime de l'arbitraire patronal capitaliste, c'est odieux. Et les gens le savent. Ils le savent parce qu'ils le vivent. Et parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à le vivre. Les classes moyennes se foutaient éperdument des mauvais traitements qu'on infligeait à la classe ouvrière dans les 2 premières décennies du néolibéralisme. Mais pas de bol, le niveau des eaux boueuses a remonté. Et tous sont frappés désormais. Alors évidemment, ça aide au nouage des solidarités. Donc de plus en plus de personnes sont enclines à considérer que continuer de vivre comme ça, ça n'est plus possible. Alors ça rend la perspective du dépassement du rapport salarial de plus en plus plausible. J'ai pas dit simple, mais de plus en plus plausible. Mais le deuxième pas en avant, pour sortir vraiment cette fois du capitalisme, ce serait de nous désintoxiquer, non pas comme salariés, mais comme consommateurs, de nous désintoxiquer de notre imaginaire marchand. Et alors là, pardonnez-moi, mais c'est une autre paire de manches. Autant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui doivent avoir un portefeuille d'actions, autant je ne prendrai pas le même pari sur le nombre des possesseurs de téléphones portables, ou d'écrans plats, ou de baskets à la mode, ou de je ne sais pas quoi. Et ça, si vous voulez, c'est pas une transformation politique, c'est quasiment une transformation anthropologique. C'est une réforme de l'imaginaire, une réforme de notre régime de désir et de passion, et celle-là, elle ne se décrète pas. Ce qui n'empêche pas malgré tout Dieu vrai. Non, moi je ne crois pas à la possibilité d'étager gentiment le contrôle des capitaux, le moratoire sur la dette, et puis quand on a tout bien mis en place, après, boum, on sort de l'euro. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en face, ils ne nous en laisseront pas le temps. Ils ne nous en laisseront pas la possibilité. Tu sais bien d'ailleurs que le contrôle des capitaux viole formellement un des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que toute tentative de moratoire sur la dette, au point duquel le gouvernement grec n'est même pas allé, je vous le signale, s'attirerait des représailles monumentales, en premier lieu de la Banque Centrale Européenne, qui a le pouvoir totalement illégitime, totalement implicite, mais totalement efficace, de faire tomber le premier gouvernement qui aura le malheur de lui déplaire. Donc ça serait une lutte, effectivement, sans merci. Donc les choses doivent être faites, malheureusement, je le crois, quasi simultanément ou dans un délai extrêmement rapproché au cours d'un week-end qui menacerait d'être fort occupé. Alors, sur les monnaies locales, alors là, je vais passer mon tour. C'est pas que j'ai rien à dire, et je sais que c'est une idée qui intéresse beaucoup de personnes ici, mais en 2 mots seulement.
Les monnaies locales sont l'une des expressions les plus typiques de ce désir fort compréhensible de faire quelque chose là où on peut, à sa portée, c'est-à-dire localement. Les gens vivent et souffrent dans l'ordre capitaliste néolibéral. Ils veulent en sortir, mais ils sont dépossédés de tout pouvoir. C'est donc assez logiquement qu'ils entreprennent de faire ce qu'ils peuvent dans leur voisinage immédiat. AMAP, circuit court, financement coopératif et monnaie locale par exemple. Mais je ne crois pas que les alternatives monétaires locales puissent constituer une alternative monétaire d'ensemble. J'ai peur, mais je ne demande qu'à ce qu'on m'apporte la contradiction à ce sujet. J'ai peur que, d'une part, ces systèmes sont incapables de réaliser la performance qu'on attend de toute monnaie en général, à savoir d'internaliser la totalité de la division du travail. Vous ne payerez vraisemblablement pas votre électricité avec la monnaie locale. Alors, il faut que vous ayez complémentairement inventé des systèmes de génération d'énergie locaux, ce qui n'est peut-être pas impossible, mais vous voyez le type de complémentarité qui doivent être pensés au titre des conditions de possibilité. Et en particulier, ce dont j'ai peur, c'est que, comme toutes les expérimentations locales, qui sont intrinsèquement hautement désirables, puisqu'elles nous apportent la preuve du mouvement en marchant, la preuve qu'il est possible d'organiser la reproduction matérielle collective selon d'autres rapports sociaux que ceux qui nous sont imposés par le capitalisme. Ces expériences sont donc extrêmement précieuses. Mais j'ai peur qu'elles ne demeurent que des isolats, que le capitalisme se donnera la magnanimité de parfaitement tolérer, parce que ça ne renversera pas son ordre. Le capitalisme est un ordre macroscopique et il tombera par une lutte politique macroscopique et par rien d'autre, j'en ai peur. Ce qui, en d'autres termes, s'appelle une révolution. Il y a une objection qui est systématiquement faite à l'idée d'une sortie de l'euro dans une perspective moins ambitieuse que la sortie du capitalisme, qui est celle de la tentation passéiste de la reconstitution d'un keynésiano-fordisme, etc. Mais évidemment, il n'en est rien. Il n'en est rien parce que d'abord l'histoire ne repasse pas les plats en premier lieu et que si on fait ou un pas en arrière ou un pas de côté comme je disais, c'est pour réinventer quelque chose d'autre et pas pour reproduire le même. Et que, en l'occurrence, la reconstitution d'un Fordisme est d'autant moins désirable que, post festum, on en connaît parfaitement les tares. Elles étaient au nombre de deux. Elles consistaient d'une part dans les conditions de travail épouvantables qui étaient faites aux ouvriers, à propos desquelles, si vous voulez, on a un témoignage qui est donné dans une séquence remarquablement courte et concentrée, qui est les 3 premières minutes du film que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Reprise. C'est la reprise aux usines Wonder après les grèves de 1968. Et lorsque vous voyez cette salariée en train de se rebeller à l'idée de reprendre le travail, je peux vous dire que ça vous en enseigne sur le Fordisme autant que de gros manuels. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième des tares bien identifiées du Fordisme, c'était son ignorance radicale des considérations environnementales et écologiques. Donc là, ce problème-là, il est à notre agenda, il est inévitable. Et en effet, un keynésianisme revisité au goût du jour pourrait avoir cette propriété de soutenir une politique de transition énergétique. Alors, deuxième question sur le primat du projet de société. Alors, mais oui, je ne pourrais jamais dire assez combien je partage ce point de vue. Alors, à ceci près qu'ici, je ne vais pas le discuter comme l'a fait l'intervenant dans le cadre d'un projet de dépassement du capitalisme même. J'ai dit assez comment je sériais et hiérarchisais les problèmes en cette matière, et combien, quoique considérant l'horizon de la sortie du capitalisme comme éloigné, je considère également qu'il doit désormais être à notre agenda intellectuel
théorique et politique, mais ce primat, cette proposition du primat du projet de société s'applique tout autant lorsqu'il s'agit d'envisager simplement de sortir de la configuration néolibérale du capitalisme. Ceci pour dire que la problématique de la sortie de l'euro ne participe d'aucun fétichisme monétaire. Il ne s'agit pas de s'exciter sur une monnaie. Au demeurant, ce qu'on appelle l'euro par métonymie est bien davantage qu'une monnaie, des billets de banque et une politique monétaire. L'euro, c'est un système. C'est un système institutionnel de politique économique globale. Et c'est de cela qu'il faut se débarrasser, tout entier, pas juste des billets avec écrit euro dessus. C'est de ce système dans sa globalité. Enfin, dernière question qui était la première, vous êtes très évangélique, la sortie de l'euro, comme d'ailleurs tout projet d'affranchissement d'avec le néolibéralisme, nous est toujours promis à la guerre ou à la Corée du Nord. Vous comprenez, jusqu'à présent, à l'intérieur de l'Union européenne, de l'Europe, pardon, il y avait l'Albanie. C'était une bénédiction. Dès qu'on voulait faire un pas dès qu'on voulait faire un pas hors des clous, on s'entendait dire qu'on allait devenir l'Albanie. Malheur, l'Albanie a fait sa transition au capitalisme et on ne peut plus rien dire de tel. Heureusement, il reste la Corée du Nord. Plaise au ciel qu'elle ne se réunifie jamais avec la Corée du Sud. Parce que l'idéologie néolibérale perdrait, alors là, ça, si vous voulez, son anti-caution absolue qui devient le dernier de ses arguments. Avec la guerre, n'est-ce pas? Alors oui, si on sort de l'euro, ça sera la guerre. Alors évidemment, il faut discuter cette chose-là autrement que par un revers de main et par la disqualification plus ou moins humoristique. Il y a la possibilité de la sortie par la droite de l'euro. Tout le monde le sait. Il y a la possibilité de la sortie nationaliste identitaire. Et oui, la guerre est une possibilité de la régression nationaliste identitaire. Nous le savons. C'est bien la raison pour laquelle il faut œuvrer à une sortie progressiste, à une sortie internationaliste au sens de l'internationalisme réel, c'est-à-dire qui, abandonnant ce cauchemar de l'intégration économique et financière et monétaire, développe le plus possible tous les liens extra-économiques, culturels, notamment entre les peuples européens. Au demeurant, et puisque ce sont les européistes qui nous promettent toujours la guerre si jamais nous voulons échapper à leur carcan, il faudrait leur rappeler que l'Europe constituée, je vous le signale, au nom de la paix et de l'amitié entre les peuples, n'a pas cessé depuis 5 ans de répandre comme un poison l'inimitié entre les peuples. Il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans l'incrimination réciproque des peuples allemands et des peuples grecs, des tensions qui parcourent partout l'Europe, les séparatismes qui sont plus vivace que jamais. L'Union européenne est un système institutionnel à fabriquer du centrifuge et de la divergence. Donc ils ne viennent pas nous donner des leçons en matière de cohérence, de paix et d'amitié. C'est plutôt si on continue sur cette voie que décidément ça finira mal.